présent, on a la période de discussion et j'inviterai les quatre conférenciers à venir se placer devant. Je peux partir une ronde de questions, mais gênez-vous pas pour vous poser des questions entre vous et ou si la salle a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi, j'avais deux mots-clés que j'avais en tête, puis j'ai envie de vous les lancer puis de vous entendre là-dessus. Le premier, c'est, on a parlé beaucoup de discussion, d'information. J'aimais beaucoup aussi l'idée là, qu'on était en déficit d'information. C'était quoi l'expression? Le modèle du déficit, en fait, on est en recul, puis il faut ramener de l'information pour convaincre. Moi, il y a le mot éducation. Vous ne l'avez pas utilisé personne. Puis je me pose toujours la question, quand on est dans l'acceptabilité sociale, quand est-ce qu'on est dans une position d'éducation? Je peux prendre l'exemple des changements climatiques. Un quart de la population québécoise pense que ça n'existe pas, puis un quart pense que ça existe, mais que ce n'est pas causé par les humains. Donc, en gros, il y a la moitié de la population qui n'est pas capable d'intégrer ce que les scientifiques disent depuis 30 ans. Moi, dans ma tête, je me dis éducation. Mais peut-être qu'on est aussi dans une position de déficit par rapport à ça, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a un rôle d'éduquer et quand est-ce qu'on est plutôt en train d'essayer de convaincre? C'est quoi la nuance entre les deux? Je ne sais pas si vous pouvez, vous avez probablement joué des rôles ou en tout cas navigué sur ces deux thèmes-là. Donc, je vous envoie la balle. Quand est-ce qu'on est dans un mode d'éducation ou d'incitation ou d'essayer de convaincre ou d'information? Ou est-ce qu'il n'y a aucune nuance ou est-ce qu'il y a des nuances? Est-ce que là-bas pour le... Oui, merci pour l'avoir vécu. J'ai pas utilisé le mot éducation, mais c'était l'image que je voulais donner. Quand je disais que par rapport au débat que nous avions il y a 30 ans ou 40 ans, il y a un niveau de débat qui est beaucoup plus élevé parce que justement, les gens sont plus informés. J'aime mieux ce terme-là qu'éduquer, c'est moins paternaliste. Et c'est une question de sensibilisation. Moi, je pense que les gens sont mieux informés, s'informent eux-mêmes. Il y a un rôle, et ça dépend où on se situe. Par exemple, dans la mesure où, sur la question des changements climatiques, dans la mesure où il y aurait une véritable politique nationale de mobilité durable, par exemple, pour réduire les gaz à effet de serre, pour lutter contre les changements climatiques, il y aurait là, pardon, une occasion de débat réel, public, à la rigueur nationale, où on peut informer et les gens capteraient de l'information supplémentaire et pourraient se forger une opinion plus approfondie que celle qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Il y aura toujours des sceptiques, là, on s'entend, mais je pense que c'est un peu ce rôle-là. Le rôle des documents de discussion, que ce soit un plan, que ce soit un projet, que ce soit une politique, pour permettre ce débat, et c'est à travers le débat que l'opinion publique se forge et qu'on peut avancer, je pense, ce genre de truc. Encore une fois, je suis un peu en décalage, donc je vais une fois de plus ne pas répondre à ta question. Moi, en fait, quand même, ce que j'ai participé à deux BAP sur des enjeux un peu lourds, c'était le gaz de schiste et sur le projet Énergie Est, un oléoduc. Puis, quand même, franchement, moi, ce que j'avais retenu quand même, c'est qu'il y a sans doute une connaissance technique qu'on doit diffuser dans la population, mais il y a aussi une sacrée connaissance sociale qu'on doit diffuser chez les techniciens. Parce que quand tu as les Albertains qui nous expliquaient que transporter le pétrole, c'était bon pour tout le monde, bon, il a fallu qu'on leur explique comment ça marchait au Québec, puis ça ne marchait pas de la même manière. Voilà, donc il y a sans doute un apprentissage mutuel pour arriver à créer un consensus. Là. Bon, voilà, donc finalement, attention, c'est ça, les gens à éduquer ne sont pas nécessairement ceux auxquels on pensait. En fait. Oui, bien, en complément, je pense, merci d'avoir ramené l'idée du modèle de déficit. Moi, c'est une mise en garde que je fais. Donc, j'évite aussi le thème éducation parce que je trouve que c'est un peu péjoratif et très top-down comme approche. Moi, je crois beaucoup plus dans la discussion. Puis, on l'a vu avec les jurys citoyens et ça me permet de dire que la spécialiste au Québec, là, c'est Laurence Bérère, qui est prof en sciences politiques à l'Université de Montréal, qui a fait, si je ne m'abuse, sa thèse de doctorat sur un projet de jury citoyen à Québec. Et ce qu'on voit avec ce genre d'initiative-là, c'est que
les gens, effectivement, sont capables d'absorber des éléments techniques, mais pas d'une façon top-down, vraiment dans la discussion, dans les échanges, en posant des questions. C'est là où vraiment l'éducation peut mieux se faire qu'à travers une approche très unidirectionnelle, du haut vers le bas. Donc, le modèle du déficit, moi, je pense que c'est une mise en garde que je voulais faire à propos de ça. Sinon, en termes de cadre juridique, le Bureau d'audience publique sur l'environnement me fait pas mal les choses en matière de transmission de l'information avec toutes les premières parties des audiences qui visent justement, qui consistent en des séances d'information. Donc, on informe d'abord et ensuite, il y a consultation et mise en avant des propos des groupes d'intérêt. Donc, c'est beaucoup de choses mêlées là, que j'ai dit, mais je pense que les citoyens et citoyennes ont la possibilité d'apprendre beaucoup, mais davantage dans le dialogue que dans une approche top-down comme dans le modèle du déficit. Et on a la preuve avec les jurys citoyens. Et je pense que le BAP, ça nous offre quand même un modèle peut-être intéressant qui arrive très en aval des projets, là, trop en aval sans doute, mais sur le modèle information d'abord, discussion ensuite, je pense que ça peut être intéressant. J'allais aussi renchérir sur le point du pouvoir du dialogue, en fait, le pouvoir des groupes, de la discussion pour faire évoluer ses perceptions, ses avis. C'est beaucoup plus efficace et structurant et porteur que de se faire dire finalement c'est quoi les informations, puis ensuite il faut les intégrer. C'est très demandant comme processus. Fait que de réfléchir ensemble éventuellement, mais on se convainc par soi-même de la bonne chose à faire. Puis l'idée d'éducation ou tout autre terme était aussi sous-entendu dans l'idée de la culture, de l'aménagement et de la participation, au sens où, puis là, si je me concentre sur le volet culture de l'aménagement, au sens où on développe de meilleurs réflexes collectifs, individuels au regard de l'aménagement, comme on a certains réflexes, mettons, en matière de finances. Donc, on sait qu'épargner, c'est une bonne chose. Bien, éventuellement, on saura que le transport collectif, c'est une bonne chose et le transport actif, c'est bon pour nous. Fait qu'il y a des réflexes à développer, puis ça va prendre du temps. Mais à chaque démarche, il faut effectivement y mettre un peu... en fait, chaque démarche contribue éventuellement à construire cette culture-là. Merci. Je regarde la salle. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait lancer une question à nos panélistes? Oui, on a quelqu'un. Ça va faire plaisir aux gens en ligne. Bonjour, merci tout le monde. C'est très intéressant depuis le début. Les nouvelles technologies, les Zooms et tout ça, dans la participation citoyenne, c'est bien ou ça rend ça plus compliqué? Il y a moins de tables de discussion. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? C'est pas une question. Qui veut se lancer en premier? C'est beaucoup trop. Je rappelle donc que je ne mène pas d'activité participative, donc je me sens tout à fait pas légitime à répondre à ce type de questions, mais j'aurais tendance à dire intuitivement que c'est complémentaire, mais ce n'est en aucun cas suffisant. Ça a peut-être pu l'être dans les moments de pandémie, par exemple, où il fallait poursuivre ces efforts de participation-là, mais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Le dialogue n'est pas le même. Moi, je le vis notamment dans nos communautés de pratique, là. Fait qu'on est loin de la participation, mais la qualité du dialogue est en aucun cas le même en ligne. On ne peut pas s'exprimer de la même façon, on n'a pas les formels, on n'a pas toujours non plus le non-verbal. Donc, je pense que si le but, c'est de tisser des liens de la confiance à travers la participation, mais nécessairement, ça demande un contact en personne, puis parfois même un contact terrain avec le milieu qui est en question. Donc, complémentaire, pas suffisant, je pense. Et les gens. Sylvain, peut-être On fait des assemblées. Je vous donne juste. On recommence à revenir à travailler dans les bureaux parce que justement, on a besoin de ce contact humain. On a besoin de voir du monde. Et dans des échanges publics comme ceux-là, Valérie l'a bien expliqué, il y a un contact humain, social. Parfois, on discute à 3, 4. Et là, il y a un échange dans un coin, puis un autre échange dans un autre coin, ce que tu ne peux pas faire en Zoom. Alors, le Zoom peut être utilisé, bon, dans des régions éloignées où les gens ne peuvent pas parcourir 200 kilomètres pour donner l'information. Mais il faut se donner, selon l'échelle du projet, il faut se donner un lieu de discussion, un lieu de rencontre. On a développé, pour éviter des grandes assemblées, on l'a développé, tu as participé également avec nous à la Ville de Montréal, mais on a développé le phénomène des portes ouvertes où tu as des panneaux explicatifs et les gens viennent au fur et à mesure et posent leurs questions individuelles à quelqu'un qui est à côté du panneau plutôt que de poser une question devant 200 personnes et parfois les gens sont gênés de le faire. Alors, il y a des différentes techniques comme ça qui sont développées. On vient de le faire dans le cas d'un projet de tramway dans le sud-ouest de Montréal, ce qu'on appelle le Grand Sud-Ouest.
Et ça a très bien fonctionné. Les gens se sont déplacés, des populations qui ne viennent pas des assemblées publiques, mais ils voulaient juste s'informer et ils en sortent satisfaits. Ils ont posé leurs questions. Ça nous a permis, nous, d'avoir aussi des inputs sur ce qu'il fallait corriger ou modifier, etc. Donc, cet échange personnel est fondamental. Moi, je serai toujours en cette faveur-là. Ce qui n'empêche pas d'avoir des assemblées d'information parfois avec Zoom, mais il faut revenir à ce contact si on veut ce débat. On parlait de diversification des méthodes tantôt, ça a été évoqué pour rejoindre plus de gens. Le virtuel, c'est une façon de diversifier les méthodes. C'est une façon aussi, par contre, des fois mettre à l'écart d'autres personnes. Donc, c'est à double tranchant. Puis l'idée des portes ouvertes me parle beaucoup. Puis ces portes ouvertes-là peuvent être menées là où sont les gens. Ça n'a pas besoin d'être dans un bureau municipal avec du tapis. Je ne sais pas pourquoi c'est mon image de bureau municipal un peu drame, visiblement. Oui, tapis et mur beige, là. Mais d'aller là où sont les gens, c'est aussi une façon d'aller rejoindre plus de personnes dans leur quotidien, dans des espaces qu'ils fréquentent déjà. Donc, d'autant plus important d'avoir des contacts en personne directement sur le terrain. Merci. On a une main levée là-bas. Oui. Alors, dans l'échelle de participation, les premières étapes sont d'informer, de consulter, de concerter. Puis, j'aimerais juste vous entendre un peu sur le bout de l'échelle de la participation, où on implique plus les notions de responsabilité puis d'imputabilité. Puis, on peut se rendre beaucoup plus loin dans le dialogue et même dans la responsabilité des groupes et des citoyens dans la gestion et la mise en œuvre et l'entretien et l'opération des espaces qu'on peut planifier. Donc, vraiment de la gouvernance participative ou de la co-gestion, par exemple, d'espaces ou de composantes des grands espaces de planification dont vous parlez. Je voulais juste vous entendre un peu là-dessus parce qu'on parle de pratiques participatives. Je trouve qu'on parle beaucoup des premières étapes de l'échelle. Moi, je m'intéresse beaucoup dans ma pratique aux autres étapes. J'ai un peu expérimenté professionnellement dans les autres étapes, mais je pense qu'on est encore à certains égards en grande expérimentation. J'avais juste envie de vous entendre un peu là-dessus parce qu'on veut aller plus loin. On serait mûr pour un cadre de référence. Où est-ce qu'on pourrait s'imaginer aller, où vous sentez que ça se passe pour aller plus loin? Et est-ce qu'on veut aller plus loin? Puis, je finis en disant, parce que je trouve que ça ramène aussi à la question du rôle ou de la relation entre l'expert et le citoyen qui, finalement, co-crée la ville ensemble. Qui prend quel rôle? Pourquoi on n'est plus dans l'éducation et dans le dialogue? Le dialogue, est-ce que peut être aussi de la co-gestion, puis pas juste en parler, mais le faire? Voilà. Qui se lance en premier? Encore? Ah, OK. C'est une excellente question, puis j'ai pas lu beaucoup là-dessus. Je pense que les exemples ne sont pas très nombreux non plus. Mais c'est sûr que moi, quand je vous parlais un peu plus tôt de l'équilibre à trouver entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Quand j'entends imputabilité des citoyens et citoyennes impliqués, je trouve ça lourd pour le citoyen et la citoyenne. Fait que je crois beaucoup en la co-construction, au dialogue, à l'apprentissage collectif. Mais j'ai plus en tout cas, spontanément, j'ai plus de réserves. Mais cela étant dit, je n'ai pas vraiment d'exemple concret en tête. Donc, je trouve que la question est excellente puis qu'on devrait creuser ça peut-être au Québec, oui. Juste, moi, je vais rebondir là-dessus. Moi aussi, il me manque le duo technique citoyen, c'est vraiment bien, puis ça apporte une expertise que personne d'autre a. Par contre, celui qui doit faire un choix, enfin, à mon sens, d'un point de vue normatif, on est en démocratie, c'est ceux qui va devoir l'assumer dans les élections. Et c'est important, effectivement, de ne pas faire porter aux citoyens les choix techniques, de ne pas faire porter aux techniciens les choix politiques, etc. etc. Voilà, chacun son métier, puis les vaches, tout ça, tout ça. Je pense. Ben, c'est le point de vue que j'allais donner. C'est-à-dire qu'on est en démocratie, surtout lorsqu'il s'agit de lieux publics ou d'équipements publics collectifs, ben, il y a une responsabilité, à la rigueur même devant les assurances, etc. Donc, on ne peut pas faire porter ça par des citoyens. Donc, il y a une décision qui doit être prise par des gens qui sont élus pour prendre cette décision et qui sont redevables devant la population à ce sujet. Alors, donc, ça, pour moi, ça, c'est clair. Cependant, sur la question
d'une démarche participative, je l'ai évoqué rapidement, techniciens, citoyens, les 3 parcs du campus 1000 ont été des exercices de co-design. Donc, on a invité les citoyens, on a retenu les idées, on revenait avec la proposition. Finalement, c'est un professionnel, forcément de l'architecture du paysage, qui a fait une proposition, mais elle a été discutée. Donc, il y a là, c'est une première en passant qu'on faisait, je crois, à l'époque à Montréal, ou parmi les premières fois. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin là-dessus. Le cas de Louvain-Est, à mon avis, en est un autre aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des premières. Je le rappelle, il faut miser sur ces pratiques, les analyser, voir les avantages, les contraintes, les échecs pour pouvoir développer une pratique plus approfondie. J'allais dans le même sens que mes collègues ici sur la question à terme, c'est le politique, c'est les élus qui vont trancher. Puis je pense que c'est correct aussi parce que dans une certaine mesure, ils représentent plus large que les seules personnes impliquées sur ce groupe de travail ou dans la gouvernance partagée. Je pense aussi que le Code Louvain-Est va faire école. J'espère qu'il va se multiplier, que ce modèle-là va se multiplier et qu'on va le peaufiner ici. Ça pose quand même des questions en termes de légitimité de l'organisme qui siège sur cette gouvernance partagée, parce que là, ce n'est pas des citoyens lambda choisis un à un, mais on parle d'un organisme, puis est-ce que les gens se sentent représentés par cet organisme-là, puis comment l'organisme fait le pont ensuite avec la population. Donc, c'est complexe comme question, mais je pense que ça gagne à être peaufiné. Puis après, jusqu'où on peut aller, en termes de délégation de pouvoir, éventuellement, je pense effectivement que les espaces publics sont peut-être les plus propices à accueillir un laboratoire en termes de participation, en ciblant précisément qu'est-ce qui peut être délégué, puis en offrant aussi un cadre à la décision aux citoyens qui seraient éventuellement impliqués. Les jurys citoyens en sont un autre exemple, dis-je. Je pense qu'il y a lieu d'expérimenter puis d'apprendre de ces leçons-là, effectivement. C'est le temps qu'on avait. Je vous remercie beaucoup. Personne, ne quittez pas parce qu'il y aura une étape subséquente. On pourra continuer à discuter autour d'un petit verre de vin. Et je laisse ma collègue Sylvie Paré vous donner le mot de la fin. Tu viens de le faire, en quelque sorte. Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir été avec nous cet après-midi. Je veux remercier en particulier Sylvain, Yann, Stéphanie et Valérie d'avoir pris le temps de préparer, n'est-ce pas, ces conférences qui seront disponibles éventuellement sur différentes plateformes. On vous informera de ce qui sera fait avec ça. Et je pense que pour tout de suite et assez rapidement, ce sera certainement le dépôt des PowerPoint, si vous êtes d'accord. Je pense qu'on a déjà des accords là-dessus pour ceux et celles qui aimeraient avoir ces informations-là assez rapidement. Donc, comme le disait Jean-Philippe, on a une autre étape. Elle est un peu plus festive. Donc, je vous inviterai à vous approcher du goûter qui est derrière et il y aura quelques petites larmes de vin. Merci beaucoup.